Une ancienne prophétie refait surface. Le mystérieux. Planète X approche. Les récits les plus anciens de l'humanité font état d'une planète géante, 3 fois plus grosse que la Terre, qui orbite aux confins de notre système solaire. Connue sous le nom de planète X ou Nibiru, cette présence énigmatique semble revenir périodiquement, approchant de la Terre tous les 3600 ans environ. Longtemps considérée comme un mythe par la science officielle, cette antique connaissance refait aujourd'hui surface de manière troublante. Que savaient les civilisations anciennes que nous avons oubliées? Quelle vérité se cache derrière ces légendes, ces pierres et ces étoiles? Des êtres de lumière, des chuteurs, des observateurs extérieurs. Que verront-ils dans le ciel? Et pourquoi mirent-ils en garde contre leur retour? Quand la Terre se souviendra-t-elle? Quand les étoiles se réaligneront-elles à nouveau? Selon les plus anciens textes sumériens, Nibiru n'était pas une simple légende. C'était une véritable planète lointaine, habitée par des êtres humanoïdes avancés technologiquement, connus sous le nom d'Anunnaki. Ces visiteurs gigantesques seraient venus d'autres planètes, voire d'autres dimensions, et furent plus tard vénérés comme des dieux dans les premières mythologies de l'humanité. Mais les Anunnaki ne sont pas tous semblables. Tout comme les humains, certains sont bienveillants et œuvrent pour un but plus élevé, tandis que d'autres poursuivent des objectifs égoïstes. Certains sont guidés par la volonté du Créateur, aidant à implanter les graines de la vie humaine primitive dans le cadre d'une mission divine. D'autres, en particulier ceux de Nibiru, sont venus sur Terre pour exploiter ses ressources, utilisant des sciences avancées pour modifier génétiquement les humains en tant que main-d'œuvre, principalement pour l'extraction de l'or. Les anciens textes décrivent les Anunnaki comme des géants multiraciques, mesurant de 8 à 32 pieds de haut. Ils semblent très différents, mais étrangement similaires aux humains. Ils ont 6 doigts, des crânes allongés et des visages parfaitement symétriques leur donnant une apparence unique. Certains pensent que leur taille colossale s'explique par le fait que Nibiru est beaucoup plus grande. Elle a une gravité plus forte et une atmosphère différente, ce qui a pu forcer ces espèces à développer des corps plus grands et plus robustes pour simplement survivre. Ce mélange d'anciennes mythologies et de sciences inexpliquées soulève une idée audacieuse. Et si les anciennes légendes n'étaient en fait que des souvenirs fragmentés d'événements cosmiques réels? Selon les archives sumériennes, les Anunnaki sont arrivés sur Terre depuis Nibiru il y a environ 445 000 ans, soit environ 120 chars avant le Grand Déluge. Le char est leur unité de temps, équivalent à 3600 années terrestres. Avant leur atterrissage, leur vaisseau orbitait autour du Soleil, utilisant des stations orbitales pour étudier le système solaire, dont l'une des plus importantes était Enki. Enki joue un rôle crucial dans tous ces développements, et avant la fin de cet épisode, nous jetterons un coup d'œil à son emplacement et à ce qu'il fait dans notre système solaire aujourd'hui, car lui et d'autres factions positives sont revenus. Dans le passé, les anciens humains lui offraient du poisson lors de célébrations, et il est souvent dépeint comme faisant partie d'un poisson ou d'un reptile, bien qu'il ait toujours une forme humaine. Bien que certains Anunnaki soient des êtres immatériels ou à base d'énergie, de nombreux personnages historiques anciens, y compris Enki et sa famille royale, sont des entités complètement matérielles. Ils mangent, boivent, dorment, aiment, ont des familles et font l'expérience de la gamme complète de la vie, tout comme les humains. Les Anunnaki de Nibiru dans les temps anciens n'étaient pas restés éloignés. Ils marchaient ouvertement parmi les humains, enseignant, commandant et avertissant. Dans les anciens textes acadiens, les dieux s'adressent directement aux gens, affirmant que ces êtres extraterrestres ne sont pas des dieux du ciel ou de simples produits de l'imagination humaine. Les Nibiru ont vécu et travaillé aux côtés des humains. Leur première descente a eu lieu près du golfe Persique, où ils ont construit Eridu, la première ville traduite comme la maison construite sur une distance. Dans la légende d'Enki et l'ordre mondial, Enki se souvient de son arrivée sur une terre inondée. Sous sa supervision, ils ont construit des systèmes d'irrigation et introduit un poisson-chat semblable à un poisson pour nourrir les gens. Les anciens textes indiens, comme les Védas, décrivent des véhicules volants appelés vimanas, comme brillants et rapides, tirés par des chevaux invisibles aux yeux brillants. Certains étaient des machines à plusieurs niveaux capables de plonger sous l'eau. Des dieux comme les Ashvin les pilotaient comme des faucons. Leur char doré avait 3 niveaux, avec des sièges et des roues pour l'élévation, la direction et le contrôle de la vitesse. Un hymne du Rig Veda dit que les Ashvins ont sauvé les gens de l'océan en utilisant des bateaux volants. Le livre Vaimanika Shastra
écrit au 4e siècle avant JC à partir de sources plus anciennes, indique que les Vimanas peuvent tourner, changer de forme et de taille, devenir invisibles, briller et se déplacer en zigzag. Ils ont utilisé 16 métaux résistants à la chaleur et légers. Le dieu Indra avait un char volant et des armes spéciales. Après avoir perdu une bataille contre le dieu Tvashtar et un monstre appelé Vritra, il est revenu avec les dieux des tempêtes appelés Maruts, qui possédaient des chars rapides et élevés, et a vaincu Vritra avec des armes de fer. Dans l'ancienne Mésopotamie, des villes comme Bad Tibira, signifiant centre de l'exploitation minière, ont été construites autour de la science des métaux. Elles étaient dirigées par Ninurta, le fils d'Enlil. Les minerais étaient expédiés de terres lointaines, raffinés en lingots d'or et envoyés à une station spatiale orbitale gérée par les Igigi, qui livraient l'or à d'autres planètes. Le minerai provenait d'Orali, la terre des veines brillantes, probablement en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud. La région d'Abzu, peut-être en Afrique, était une zone sacrée riche en ressources. Dans les années 70, les archéologues ont découvert d'anciennes mines d'or en Afrique du Sud, y compris au Swaziland. Les outils et les eaux ont été datés entre 20 000 et plus de 100 000 ans. En 1988, les chercheurs ont estimé que l'exploitation minière là-bas remontait à 115 000 ans. En Amérique centrale, les Olmecs, les Toltecs, les Aztèques et les Incas ont également extrait des métaux. Les Aztèques et les Incas considéraient l'or comme un dieu, l'appelant Teocuitlatl, la sueur et les larmes des dieux. Ils ont donné de l'or aux Espagnols, pensant qu'ils étaient des dieux de retour. Les Mayas n'ont pas utilisé l'or comme monnaie, mais ont fabriqué des bijoux et des objets religieux en or, argent et turquoise, conformément à l'artisanat égyptien. En Amérique du Sud et en Chine, des villes comme Tiwanaku et Sangxingdui ont prospéré grâce à la production de bronze. La ville de Tiwanaku se trouve au-dessus du plus grand dépôt d'étain au monde et possède une grande abondance de cuivre, indiquant que la métallurgie était un facteur essentiel dans sa fondation. L'une des histoires les plus fascinantes tourne autour d'Adapa, le premier véritable être humain intelligent et le fils secret d'Enki. Adapa a été transporté de la Terre à Nibiru, le monde des dieux. Lorsqu'il est arrivé, les Anunnaki ont été stupéfaits. C'est le premier être né sur Terre à se tenir devant eux. Il parle leur langue, suit leur voix, et refuse même la nourriture et la boisson des dieux, prouvant qu'il est unique et créé pour quelque chose de plus grand. Cette ancienne histoire conservée dans les textes sumériens est plus qu'une simple légende. Elle pourrait être la preuve de l'existence de la vie extraterrestre, du voyage d'Adapa et de sa rencontre avec le roi spatial Anu, et les riches descriptions de la planète hors de la Terre sont écrites dans les anciens textes. Si Nibiru est réel, nous devons nous souvenir de son peuple. Où est cette planète? Qui sont les Nibiru? Qui sont ces extraterrestres qui se sont fait passer pour les dieux de l'homme ancien et où sont-ils maintenant? Selon les récits mythologiques anciens, leur planète a connu une crise atmosphérique catastrophique. C'est pourquoi ils sont venus sur la planète Terre dans le passé. L'orbite de Nibiru l'éloigne pendant de longues périodes de la chaleur de l'étoile centrale, ce qui a aggravé les effets à l'époque, provoquant de graves perturbations climatiques, une exposition aux radiations et une dégradation lente de son environnement viable. Les scientifiques et les prêtres de Nibiru pensent que leur atmosphère spéciale fonctionne comme une membrane harmonique, capable de filtrer les rayonnements cosmiques et de réguler les fréquences planétaires. Avec sa dégradation, la résonance qui était stable s'est effondrée, menaçant leur environnement vital et l'équilibre énergétique délicat qui soutenait leur civilisation. Alors que Nibiru dérivait de plus en plus vers son orbite elliptique allongée, se dirigeant vers les régions glacées extérieures de son système, la planète autrefois prospère a commencé à souffrir. Les impacts sur les Nibiru étaient profonds. Ceux qui avaient vécu pendant des milliers de siècles sont devenus faibles et leur durée de vie s'est raccourcie. Les maladies de la peau comme l'hyperpigmentation sont devenues courantes. Les taux de naissance ont chuté et une étrange torpeur spirituelle s'est enracinée dans les temples et les villes. La vérité est que Nibiru n'a pas encore été reconnu par les sciences dominantes sur Terre, car il fonctionne principalement sous le contrôle d'un agenda spatial négatif, voyageant actuellement dans une orbite rétrograde alignée avec la rotation inverse de Merkaba. Nibiru a été partiellement Shiacha, une reptile rampante très cruelle qui la contrôle, essentiellement un empire afro-asiatique.
L'Empire d'Anak est un sous-empire sous la domination de Shiasha et des Elohim qui sont les Liran. C'est l'ancien monde qui a été envahi par les Anunnaki de Nibiru et qui est maintenant réutilisé en tant que Battlestar. Le terme Nibiru fait référence à l'étoile de combat conçue artificiellement pour la planète Nibiru, qui se trouve dans une orbite opposée à celle de Nibiru, centrée dans ce système solaire. Le vaisseau spatial connu sous le nom d'architecture de Nibiru est d'une conception étrange, greffé sur les restes d'une planète détruite connue sous le nom de Maldek, formant un corps planétaire fantôme qui agit comme un ver dans la matrice illusoire. Après une rébellion cosmique, les Anunnaki qui sont tombés sur Terre se sont divisés en factions pléiadiennes, draconiennes et grises loyales à l'agenda corrompu de Nibiru. En secret, ils intègrent des machines étranges dans les profondeurs du réseau énergétique de la planète. Cette technologie avancée active les réseaux de courant inverse, perturbant les harmoniques naturelles du niveau de la troisième dimension de la Terre. À travers cette interférence, les couches de matière les plus denses sont forcées à s'aligner avec les champs artificiels horribles, centrés sur la structure de fréquences déformée de Nibiru, coupant la connexion de la planète avec son schéma cosmique d'origine. En conséquence, le réseau naturel des planètes de la Terre tourne dans le sens inverse, déformant l'alignement du champ original. Cette inversion artificielle condense la matière et force les champs horribles à l'intérieur des humains à tourner en arrière, entraînant des inversions sexuelles et des mutations à grande échelle dans le modèle d'origine de l'esprit humain. Dans l'ancienne histoire cosmique, Nibiru était à l'origine la principale planète stellaire de la 12e dimension de ce système solaire. Elle était autrefois liée à la couche spirituelle la plus élevée de la conscience, connue sous le nom d'Esprit Avatara Nirvana, et est directement liée à une race royale sincère à la peau jaune, source de la sagesse divine universelle. Mais une invasion majeure et une perturbation du système se sont produits. Une autre planète, Chiron, qui abrite le portail de la 11e étoile et est connectée à la couche spirituelle de la miséricorde et de la sagesse intuitive, a été déplacée de sa position naturelle et forcée dans une orbite non naturelle entre Uranus et Saturne. Ce déplacement a causé de graves dommages au réseau énergétique du système solaire. Pluton, qui abritait à l'origine le portail des étoiles de la 10e dimension, a également été affecté. Il vise à guider l'esprit chrétien, la couche d'unité divine et d'amour inconditionnel. Mais sa fréquence est perturbée et réorientée, se mêlant à l'énergie de la planète Tiamat, un monde aquatique puissant situé dans une dimension harmonique différente, le deuxième cosmos harmonique. Ces transformations ébranlent la stabilité de la planète Nibiru. En tant qu'ancrage des dimensions supérieures, le rôle de Nibiru est d'atteindre l'équilibre et l'harmonie dans le système planétaire des portails stellaires. Mais avec le déplacement de Chiron et l'entrelacement de Pluton, la fonction cosmique de Nibiru s'effondre, son atmosphère se dégrade et son but divin se brise. Ce déclin planétaire déclenche l'exil des avancées atlantes de Nibiru qui y prospéraient autrefois. Les anciennes civilisations et tribus croyaient que chaque fois que Nibiru revenait, il apportait un changement majeur. Parfois des inondations, des catastrophes et du chaos, parfois la paix, la fertilité et l'avènement de nouvelles ères. Cet écho se retrouve dans la Bible, où le jour du Seigneur est décrit comme une période de grands troubles, de tremblements de terre, d'inondations et de signes célestes, suivis d'une nouvelle ère de paix et d'ordre divin. Les prophètes comme Ésaïe et Amos décrivent ces événements d'une manière qui reflète les textes de Mésopotamie. Donc, les sources de Mésopotamie et la Bible peuvent faire référence au même événement cosmique. Les Nibiru sont avancés, mais pas omniscients. Ils dépendent beaucoup de la technologie rétro-ingénierie des civilisations plus anciennes et plus élevées comme Patal et Elohim. Beaucoup de leurs technologies sont réutilisées plutôt qu'originales. Leurs premières expériences génétiques sur Terre, en particulier avec l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal, ont conduit à de nombreux échecs. Cela a entraîné des difformités physiques, une instabilité mentale, un emprisonnement de l'esprit et des prototypes agressifs et instables. Certains de ces êtres défaillants ont évolué en monstres légendaires, géants et chimères, gravés dans les mythes ancestraux de la Terre. Les superviseurs de dimensions supérieures, y compris les Lyrans et les Syriens, émettent des avertissements sévères. Pendant des milliards de chars, Nibiru était un monde lumineux de faible gravité, de champs énergétiques stables et d'atmosphères harmonieusement ajustées pour que la réalité elle-même réponde au son et à l'intention.
La civilisation de Nibiru fonctionne par la résonance. Le son est la clé pour activer les portails stellaires, faire fonctionner les technologies de cristaux quantiques, décoder les passages intégrés dans les structures vivantes et synchroniser la mémoire entre les planètes. Lorsque les Nibiru sont venus sur Terre, ils ont apporté le souvenir de ce monde doré. Mais la Terre n'était pas un paradis pour eux au début. Les Nibiru pouvaient respirer l'air de la Terre, mais sa densité nécessitait un réétalonnage profond et douloureux. Lorsque les premières délégations féminines des Anunnaki, dont la princesse Ninhursag, la grande médecin de Nibiru, sont arrivées, elles ont fait de cet enjeu une priorité absolue. Ninhursag, brillante biochimiste, a rapidement réalisé l'importance des plantes de la Terre. Elle a commencé à cultiver et à expérimenter les herbes, les racines et les minéraux qui pourraient aider les habitants de Nibiru et leurs descendants atlantes à s'adapter plus rapidement à l'environnement terrestre. Ces composés végétaux ont aidé à réguler la pression interne, l'équilibre, à réduire le stress cellulaire et à atténuer le choc de la gravité. Après quelques jours d'adaptation, quelque chose de merveilleux s'est produit. Certains Nibiru ont commencé à montrer des capacités améliorées, une clarté télépathique, une force accrue, une guérison accélérée et la capacité d'interagir avec les énergies brutes de la Terre. La Terre, malgré le chaos, a activé leur potentiel caché. Mais ce réveil est devenu à un prix. Sur Terre, les Nibiru vieillissaient plus rapidement. Le rayonnement plus puissant, la gravité plus dense et les champs énergétiques moins précis ont accéléré le processus de dégradation cellulaire. Le temps lui-même semble s'écouler plus rapidement dans leur corps. Leurs formes matérielles n'ont pas pu supporter indéfiniment l'intensité de la Terre. Et ils savaient que leur présence ici était une course contre l'entropie. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les soi-disant espèces primitives qu'ils ont découvertes étaient en fait soumises à de nombreuses interventions génétiques par des êtres beaucoup plus avancés, opérant à partir de niveaux de dimension supérieure. Les Nibiru, sans retenue, ont commencé à intégrer leurs gènes à fréquence modulée à l'ancien stock terrestre, modifiant accidentellement une ancienne lignée terrestre, donnant naissance aux branches asiatiques et africaines de l'homme moderne. Un pont vivant entre l'essence née des étoiles et le terreau planétaire. Cet hybride a été conçu pour résister à l'environnement unique de la Terre, tout en conservant la mémoire résonante de l'intelligence cosmique ancrée au plus profond de son ADN. Nibiru est un monde habité dans tous ses 7 continents. Les visiteurs, pas tous nés de sa poussière, sont attirés par quelque chose d'ancien. Les premiers sont les habitants d'origine de Nibiru, des nomades de feu et de coutume, une hybride portant la mémoire de leur lignée lyraenne et la flamme draconienne. Ces nomades ont été chassés de leurs terres ancestrales, arrivant brisés et dispersés. Leur civilisation détruite dans des guerres qui ont traversé les étoiles. Ils ne sont pas des envahisseurs, mais des survivants. Ils descendent, blessés et chercheurs, dans les plis d'émeraude des vallées de Nibiru et écoutent sa voix dans la pierre. Ils s'appellent eux-mêmes les Atlantes, traduits par certains comme le peuple déguisé. Sous le ciel de Nibiru, ils se souviennent de ce qu'ils étaient autrefois et de ce qu'ils sont censés devenir. Et ils ne restent pas seuls longtemps. Bientôt arrivent les nomades pléiadiens, descendants de l'ancien Lyra, guidés par des rêves de reconnexion. Puis viennent les Sionites, une hybride d'origine humaine, grise et serpentine, observateurs silencieux de la complexité neuronale. Ils sont suivis par les sages Toltecs et Adari hindous syriens, enveloppés de manteaux bleus célestes marqués de sceaux, portant les registres des lois de l'un d'entre eux. Les visionnaires d'Andromède arrivent aussi, connus pour leur silence et leur profondeur, portant des cartes stellaires gravées dans l'ingénierie émotionnelle. Même les autres draconiens redoutés, les Shukar, trouvent leur chemin vers Nibiru, à la recherche d'un refuge ou d'une rédemption, ou de quelque chose de plus profond sous le règne. De la reine draconienne et du roi Lyran. De cette convergence émerge une civilisation de l'âge spatial du Moyen Âge, où les tribus se mélangent, les souvenirs s'entremêlent et les cultures s'harmonisent sous la direction des rois hybrides syriens. Ils ne sont plus seulement des exilés ou des survivants, mais des Atlantes de Nibiru. Les Nibiru d'origine et les hybrides sont généralement bien bâtis, avec des structures musculaires et des tons de peau allant du brun foncé au hâlé, avec une peau claire ou pâle. L'apparence des habitants de Nibiru varie dans tous les spectres de couleurs, souvent due à un ancien métissage entre les groupes pléiadiens asiatiques extraterrestres et les groupes africains extraterrestres des lignées lyraennes. La plupart ont de grands crânes allongés,
une peau lisse, des cheveux denses et sains. Leurs traits faciaux varient grandement, certaines montrant des caractéristiques félines ou sévères. Mais avec le temps, les Nibiru sont devenus plus humains que leurs ancêtres. Les Anunnaki, souvent identifiés aux anciens Syriens bleus, sont de la lignée royale d'origine. Tous les Nibiru peuvent retracer leurs racines jusqu'aux premières tribus de Nibiru à travers leurs liens communs avec les Anunnaki, les ancêtres à la peau bleue qui ont formé la base de la civilisation de Nibiru. Le langage, la culture et la science se fondent en une seule identité planétaire cohérente. Leur langue, l'Ekereta, est la langue de la maison de la montagne. Elle n'est pas seulement parlée, mais chantée. Chaque mot porte une fréquence harmonique. Il n'y a pas de carte, seulement des chants gravés dans la pierre à travers des spirales mélodiques. Les bibliothèques sont des chambres de résonance, chaque syllabe codée vivante, prête à être réveillée par le son. La connaissance ne vit pas sur les pages, mais dans l'air, dans la lumière et dans la respiration. Leur architecture est soumise à la langue elle-même. Les structures émergent à travers un procédé appelé tissage de fréquences. Un mélange de résonance vocale, de manipulation de poussière extérieure et d'alignement de particules en phase pour générer la forme matérielle. Les maisons, les tours et les salles poussent organiquement à partir de réseaux cristallins vivants et répondent à la pensée, aux émotions et au rythme planétaire. Ils conservent une infrastructure entièrement développée, des systèmes fiscaux, des gouvernements au niveau étatique et des protocoles juridiques interplanétaires. Ils se tiennent comme l'une des civilisations médicales les plus avancées de l'histoire connue de la galaxie, pionniers de la médecine génomique, de la chirurgie fréquentielle et du traitement de l'empreinte mnémonique. Comme tous les mondes avancés, le peuple de Nibiru vient de cultures et de races diverses. Ils ont leurs propres traditions, coutumes et modes de vie, mais tous vivent et travaillent ensemble sous des lois communes et une société Nibiru. Pour protéger ce mode de vie, il y a 3 ordres militaires de base. La garde d'Aeon forme l'épine dorsale de la défense planétaire. Ces soldats, vêtus d'armures tissées de fils de lumière et équipés d'alliages étranges, maîtrisent le combat avec des lames de fréquence et des tactiques d'impulsion électromagnétique. Ils gardent l'infrastructure harmonique et les zones royales, ne répondant qu'au roi de la maison supérieure. Les fils et filles de l'œil intérieur forment le service de renseignement. Ces spécialistes de la télépathie s'entraînent depuis l'enfance à naviguer dans les courants éthérés, à lire les champs émotionnels et à intercepter les formes de pensée hostiles avant qu'elles n'émergent. Ils sont le bouclier invisible. L'équipe des adeptes Ekorati, appelée les Voix de la Montagne, gère les réseaux de communication de la planète. En tant qu'ingénieurs de signaux planétaires, ils maintiennent les réseaux de résonance, exploitent les centres de contrôle et assurent que chaque séquence mélodique, de la ville au temple à la porte multidimensionnelle, reste sans interruption. Le gouvernement est dirigé par le Conseil suprême d'Elora, un cénacle secret de voyants et de philosophes choisis pour leur maîtrise de la loi harmonique et leur service à Kadumluan, ou la loi de la flamme née des étoiles. Cette loi consacre 7 principes sacrés: la résonance, la souveraineté, la mémoire, le service, la parenté, l'équilibre et l'adevenir. Ce ne sont pas seulement des vertus, mais des lois opérationnelles ancrées dans la gouvernance, la culture et les sciences. La royauté de Nibiru règne depuis la ville d'Agad, la Cité d'Or, un bastion reconstruit rempli de noyaux de plasma Anunnaki et d'anneaux quantiques stellaires. Griffes de feu. La ressemblance avec les monstres aquatiques et les rois des oiseaux a donné naissance à des mythes jumeaux sur l'ascension d'Oans et de Dagon des eaux et Horus et les oiseaux de tonnerre descendant du ciel. Ces casques n'étaient pas de cette terre. Ils étaient vivants d'une manière que l'homme ancien ne pouvait pas comprendre. Ils étaient faits d'un alliage cristallin liquide appelé charum, s'adaptant à la biologie de celui qui les portait. Ils se sont intégrés dans le champ auditif et se sont synchronisés au niveau vibratoire. À l'intérieur, un champ de perception à 360 degrés était affiché, traduisant la lumière, le son et la fréquence en un flux planétaire unifié. L'écran externe, réfléchissant et irisé, pouvait se polariser en temps réel, protégeant contre les éruptions solaires, les radiations ou l'ingérence psychique. Des fentes fines, le long des côtés du cou, brillaient comme des branchies ou des plumes veineuses, non pas pour l'oxygène, mais pour moduler l'absorption du prana, absorber la force de vie planétaire et se synchroniser avec les champs harmoniques locaux.
Il y avait un ensemble de points de contact intégrés dans le casque, directement connectés au lobe frontal et à la glande pinéale, permettant au Nibiru de recevoir des données, des pensées, des atmosphères et des intentions empathiques à des miles de distance. Leurs appareils portés au poignet, que les premiers scribes ont pris pour des montres, étaient connus sous le nom de chronocells, des outils multidimensionnels fabriqués dans les ateliers de la citadelle lunaire de Nibiru. Ils étaient plus que de simples chronomètres. Ils étaient des navigateurs cosmiques, des codeurs de dimensions, des clés d'identité. Chaque chronocell était fabriqué à partir d'un élément rare appelé chronium, contenant un noyau cristallin ascendant accordé sur la pulsation harmonique de l'ADN de l'utilisateur. D'un simple geste, il pouvait activer des cartes stellaires 3D, manipuler les verrous de gravité ou ouvrir des portails de phase pour voyager entre les mondes. Le temps n'était pas linéaire pour les Nibiru. Il était sensoriel, entrelacé, comme une chanson, leur permettant de glisser à travers les fréquences de l'existence, cousant le passé et le futur dans le présent. Aux yeux humains, le sceau brillait comme du lapis-lazuli enveloppé dans du chrome doré. Les symboles gravés sur son visage changeraient et scintilleraient, vivant dans un langage pas encore né. Certains avaient des pierres précieuses intégrées, des corps célestes conscients capables d'enregistrer des ères entières et de les stocker dans des réseaux de mémoire tissés de lumière compressée. Les rares restés sur Terre après les guerres sont devenus des vestiges du pouvoir, enterrés sous les sols des temples et scellés sous les montagnes. Même endormis, ils chuchotent. La technologie imprègne toutes les couches de la vie, mais elle sert la vie, pas le contraire. Des tours conscientes aux routes de plasma interconnectées, des serveurs aériens aux cristaux de mémoire, même dans les colonies urbaines et la classe inférieure. L'intelligence artificielle existe, mais est étroitement surveillée, ne communiquant qu'avec les opérateurs de haut niveau. Son potentiel de corruption est encore rappelé depuis l'ère austère. Cependant, la paix ne dure pas éternellement. Au cœur de la technologie de Nibiru se trouvent les clés d'Ankh, des appareils anciens de l'âge spatial fabriqués en orichalque liés au plasma et imprégnés de fréquences harmoniques codées. Ces clés sont plus que de simples outils. Ce sont des outils multidimensionnels d'accès et d'activation. Chaque Ankh Key vibre à une signature de résonance unique et se connecte directement au réseau planétaire, aux tours de contrôle et aux portails multidimensionnels. Ils n'ouvrent pas seulement les portes ou les stations, mais réveillent les chambres oubliées, activent les portails stellaires et s'alignent avec l'ADN de leurs utilisateurs. Seuls ceux qui s'accordent à une certaine note d'esprit peuvent les utiliser pleinement. Les équipes de puissance de Nibiru ne sont pas des armes au sens traditionnel, mais des extensions de la pensée et de la fréquence. Enveloppées dans des fibres de fils de lumière et intégrées à des noyaux de plasma réactifs à l'esprit, chaque ensemble est accordé sur la signature biologique de son utilisateur et sur le champ harmonique. Lorsqu'ils sont activés, le bâton émet des filaments rayonnants de plasma contrôlé ou de lumière antimatière, formant des formes de défense ou de création. Certains sont élémentaires, dirigeant la glace, le feu ou l'énergie vide à travers une programmation gestuelle. Entre les mains d'un maître, un seul bâton peut sculpter à travers les boucliers magnétiques ou ciseler une matière cristalline. Bien que les monstres du passé ne soient plus utilisés, les environnements génétiquement modifiés et les simulations avancées testent toujours les limites du corps et de l'esprit. Des gens de l'ancien passé de la Terre et d'aujourd'hui ont concouru sur la planète Nibiru. Sur Nibiru, près du centre de la planète, se trouve un vaste continent appelé Zantir. Le climat y est chaud et humide toute l'année. Les arbres sont grands et épais, avec des vignes tordues et de larges feuilles. Les gens construisent leurs maisons dans les arbres en utilisant des matériaux naturellement résistants et des fibres biologiques qu'ils façonnent avec des outils sonores et des coupeurs d'énergie. Les maisons sont simples mais propres, avec des lumières douces réagissant au toucher et des fenêtres s'adaptant à la lumière du soleil. Les familles de la population indigène nomade vivent dans de petites colonies en dehors du réseau. Leurs maisons sont reliées par des passerelles et des ponts qui s'étendent à travers les rideaux. Ils ne construisent pas avec du béton ou de l'acier. Au lieu de cela, ils construisent leurs maisons selon la forme et la forme des paysages de Nibiru. Chaque maison des indigènes de Nibiru a de l'énergie hydroélectrique ou géothermique, une source d'énergie renouvelable qui génère de l'électricité à l'aide d'un barrage ou d'une structure de conversion. La vie quotidienne est paisible et la routine est stable. Les gens se réveillent avec le soleil. Ils récoltent des fruits des arbres,
des choses rondes et douces, remplies de vitamines et de sucre naturel. Un repas courant peut inclure une racine de cara cuite à la vapeur, des fruits de taza grillés et des légumes marinés. Ces fruits n'existent que sur Nibiru, et s'ils sont consommés par les humains, ils triplent leur durée de vie. La plupart de ce qu'ils mangent est végétarien, mais ils élèvent de petits animaux dans des enclos forestiers et chassent dans les étangs limpides de la forêt si nécessaire. L'eau propre vient de la vigne du ciel, des plantes longues qui tirent l'humidité de l'air et la distillent dans des récipients de collecte. Chaque maison a un filtre à eau portable, pas de grosses machines, mais de petits outils à main qui purifient par vibration et lumière. Les enfants vont à des cercles d'apprentissage où les enseignants partagent de leurs connaissances à travers d'anciens écrans tactiles solaires et des dômes de vision partagés similaires aux appareils électroniques de la Terre. Mais l'apparence générale est celle de l'âge spatial du Moyen Âge. Les leçons couvrent les sciences, le langage, l'histoire et l'harmonie avec la nature. Ils apprennent aussi à travailler avec la technologie, à cultiver les matériaux, à ajuster leurs outils et à communiquer avec les systèmes qui alimentent leur maison. Lorsque quelqu'un est blessé, ils utilisent la thérapie sonore. De petits appareils scannent le corps, trouvent les déséquilibres et envoient des ondes pour les corriger. Les blessures guérissent rapidement. Les maladies non traitées sont rares. Chaque maison a aussi un feu. Ce n'est pas une flamme brûlante, mais un noyau d'énergie rayonnante qui fournit chaleur et réconfort. Ces feux se transmettent à travers les familles et sont accordés à leur fréquence unique. Les gens s'assoient à côté pour se détendre, méditer ou se souvenir de leur bien-aimé. Les malédictions et l'invocation des esprits font partie des anciennes traditions Nibiru, autrefois largement pratiquées, mais maintenant largement oubliées et rarement exercées. À bien des égards, la technologie est partout maintenant, mais elle fonctionne avec le monde, pas contre lui, contrairement aux premiers Atlantes qui apprenaient encore à coexister. Il n'y a pas de machines bourdonnantes ou clignotantes dans les paisibles colonies de Nibiru, contrairement à la grande ville d'Agad. En haut de Nibiru, 2 types de vaisseaux spatiaux se déplacent silencieusement dans le ciel. Les navires en forme de T et les navires en forme de cigare. Ceux en forme de T, comme les ancres brillants, sont des symboles d'équilibre entre le ciel et la terre. Fabriqués d'or métallique et de cristal, ils sont utilisés pour les longs voyages, les missions sacrées et la liaison avec les mondes lointains. Leur centre de contrôle contient des moteurs puissants capables d'alimenter des villes entières. Leurs bras larges fonctionnent comme des voiles, pliant la lumière et la gravité pour glisser à travers l'espace. Lorsque ces navires pénètrent dans le ciel de la Terre dans les temps anciens, ils ne rugissent pas, mais chantent. Un son profond et calme traverse l'air, déplaçant les oiseaux, agitant l'eau et résonnant à travers la Terre. Même aujourd'hui, les anciennes sculptures se souviennent de leur forme. Les navires en forme de cigare, longs, lisses et rayonnants, sont conçus pour la vitesse et la furtivité. De loin, ils ressemblent à des barres de lumière dérivant parmi les étoiles. Certains transportent des dirigeants, d'autres protègent la mémoire. D'autres effectuent des tâches quotidiennes, le commerce de biens, le recyclage des déchets, le transport de passagers ou fonctionnent comme des trains suspendus publics. Certains sont conçus pour la défense, cachés derrière des champs d'occultation d'identité et armés d'outils de protection silencieux. Mais quelle que soit leur fonction, tous les navires partagent une vérité. Ils sont vivants. Chaque navire porte un esprit vivant, une conscience liée à Ra, l'intelligence solaire. Ce ne sont pas de simples machines. Ce sont des esprits de Ra, des êtres faits de lumière et de mémoire, codés avec l'ADN de la flamme solaire. Ils se souviennent de l'ascension et de la chute des mondes, des anciennes guerres stellaires, et de la première fois que la Terre a ouvert son ciel au cosmos. Ces esprits n'obéissent pas aux ordres. Ils répondent à la résonance. L'âme doit s'accorder à la fréquence du navire. Cette connexion se fait à travers la clé ancre vivante. Sans cela, le vaisseau reste inerte. Mais une fois connecté, le véhicule devient une extension de la pensée, de l'émotion et de l'intention. Pas de bouton. Les pilotes utilisent la voix, le mouvement et l'intonation. Les symboles de lumière se forment dans l'air, des icônes flottantes qui changent avec chaque shift d'énergie. En temps de guerre, les navires en forme de T transportent des réfugiés et protègent ceux qui sont tombés. Les élégantes et silencieuses créatures se déplacent derrière les lignes ennemies, collectant des informations depuis l'ombre. Mais quand la paix revient, le ciel s'anime à nouveau de vie.
Aujourd'hui, beaucoup de ces navires reposent en orbite, silencieux, mais rêveurs. Certains flottent près des nœuds de trous de verre, agissant comme des gardiens de la mémoire. D'autres se sont égarés devant de la matrice fantôme, enlevés par des factions renégates au service de l'agenda spatial négatif. Voici une description ancienne et précise de Nibiru et de son histoire, prononcée par les propres mots d'Enki. Le texte dit « Dans les temps anciens, les dieux sont venus sur Terre et ont créé les fils de la Terre. Auparavant, il n'y avait pas de dieux sur Terre et les fils de la Terre n'existaient pas encore. À cette époque, les dieux vivaient sur leur propre planète, Nibiru. Nibiru est une grande planète rougeâtre qui se déplace dans une longue orbite elliptique autour du Soleil. Parfois, elle est très éloignée du Soleil et fait très froid, et parfois, elle s'en rapproche et fait très chaud. Une épaisse atmosphère entoure Nibiru, alimentée par des volcans. Cette atmosphère soutient toutes les formes de vie sur cette planète. Dans le froid, elle garde la chaleur comme un manteau. Dans la chaleur, elle protège Nibiru des rayons du Soleil. Elle apporte aussi la pluie, formant des lacs et des ruisseaux. Cette pluie nourrit les plantes et toutes les formes de vie sur Terre et dans l'eau. Après de nombreuses ères, notre race humaine, c'est-à-dire les dieux, est venue à l'existence. Nous nous sommes clonés à partir de notre essence. Avec l'augmentation de notre nombre, nous nous sommes répandus à travers Nibiru. Certains se sont installés dans les vallées et les montagnes. Des conflits ont éclaté, des tribus se sont formées, des armes ont été fabriquées. Finalement, une grande guerre a éclaté entre deux puissants royaumes, l'un au nord et l'autre au sud. La guerre a duré longtemps. Les frères se sont battus contre les frères. La mort et la destruction se sont répandues partout sur Terre. Après de nombreux cycles, une trêve a été conclue. Les nations ont accepté de s'unir sous un seul roi. Le roi serait choisi par le sort selon l'ancienne méthode décrite par les prêtres de la flamme. On disait que l'esprit de Nibiru lui-même a guidé le processus de coulée, chuchotant à travers le destin. Des hauteurs du nord ou des vallées du sud, l'élu s'élèverait. Les prêtres ont déclaré que si l'élu venait du nord, sa reine devrait venir du sud, et si l'élu venait du sud, sa reine devrait venir du nord. Ce n'était pas seulement une tradition. C'était la loi, plus ancienne que la pierre et plus profonde que les Écritures. Leur union reflétait le mariage céleste des deux pôles jumeaux de Nibiru. Un mélange harmonieux des contraires. Feu et eau, lumière et ombre, esprit et cœur. Ensemble, ils formeraient un seul corps et un seul trône. Le couple et leur fils aîné hériteraient non seulement de la couronne, mais aussi de l'équilibre sacré du monde. Ainsi naîtrait une nouvelle dynastie, non par la conquête, mais par l'union. Et des ruines de la guerre civile, la paix s'est rallumée. Le nord et le sud, déchirés par le sang pendant si longtemps et brûlés par l'orgueil, étaient liés par le mariage. Un lien sacré pour réajuster les étoiles. Le sort est tombé sur un guerrier du nord, un homme dont l'esprit brûle avec une constance comme une étoile. Son nom était An, ce qui signifie céleste. Il portait à la fois l'épée et la vision pour réunifier la terre. « Je ne régnerai pas seul », a déclaré An devant l'autel de la flamme. L'unité doit être plus qu'un mot. Elle doit être la loi. Il a choisi une femme du Sud, appelée Antu, à la voix profonde, connue pour sa grâce rayonnante et son conseil impitoyable. Ensemble, ils ont fondé la ville d'Agad, la cité de l'Union, avec des tours de cristal vivant, allumant ses rues de la flamme du soleil et restaurant ce que la guerre avait dispersé, les canaux, les greniers, le calendrier sacré. Ils ont réécrit les anciennes lois brisées de la royauté. De cette union sacrée sont nés 3 fils. Le premier s'appelait Enki, solide dans ses fondations, ferme dans sa volonté, mais lent à engendrer sa descendance. Enki a régné après son père, fort de corps, sage dans son jugement. Mais il n'a pas pris d'épouse. Il avait des concubines, oui, mais pas d'enfants. Les nobles sont devenus troublés. Ils ont chuchoté que la lignée doit continuer, que le soleil doit briller. Lorsqu'Enki est mort sans enfant, l'écho du vide a résonné dans la salle du trône, jusqu'à ce qu'Ib, le 2e fils, s'avance. Sa mère l'a appelé celui du milieu, mais les scribes l'ont nommé Anibu, fils d'An. Bien qu'il ne soit pas l'aîné, il est devenu l'héritier par décret, car sur Nibiru, c'étaient les scribes et les prêtres qui gardaient la flamme de la légitimité. « Je lierai mon sang à la maison d'An », a déclaré Anibu, et il l'a fait en épousant la fille de son frère, la fille de son frère cadet. Son nom était Ninhursag Lady Deeb. Leur fils s'appellerait Anshargal, qui prendrait le titre de Prince An le Grand, et à travers lui, la lignée serait purifiée et renforcée.
Anshargal a régné en tant que 4e roi de Nibiru. Il a pris sa demi-sœur Kishorgal pour reine, liant la lignée royale en lui-même. Que la lignée soit pure, une seule graine, une seule flamme, a-t-il dit. Mais l'unité a apporté la complexité. Beaucoup d'hommes sont morts dans les guerres civiles. L'équilibre des naissances a été perturbé, avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les prêtres ont pleuré et les assemblées ont débattu. Anshargal a promulgué un décret autorisant un homme à prendre plus d'une épouse, mais seulement une peut être appelée première. Mais cette loi, née de l'esprit, a rapidement engendré le chaos. Que se passerait-il si l'une des concubines donnait naissance au premier-né et que l'épouse principale donnait naissance plus tard? Qui hériterait? Cette question est passée du politique au personnel. Dans la maison du roi, Kishorgal a donné naissance à un fils après qu'une des concubines d'Anshargal ait eu son premier enfant. Devant la cour assemblée, Kishorgal, vêtu de vêtements d'argent et de feu, sa voix s'élevant comme le tonnerre, a déclaré « Mon fils est de la double graine. Je suis sa demi-sœur. Mon utérus est royal. Mon fils est doublement royal, né 2 fois. Que cela soit la loi. » Les prêtres ont débattu, les scribes ont tremblé, et avec le temps, ils l'ont écrit sur les tablettes. Celui né d'une demi-sœur hérite du trône, peu importe l'ordre, car sa lignée est la plus pure. Ainsi est venu le 5e roi, Anshar, né de demi-frère, fils de la loi. Il a épousé sa demi-sœur Kishar, et l'ancienne lignée s'est maintenue. Mais le monde autour d'eux a commencé à s'effondrer. Les récoltes se sont fanées, l'orbite s'est déréglée. Près du soleil, les terres ont brûlé. Loin, la glace a envahi les rivières. L'équilibre s'est rompu. Les anciens ont dit que l'harmonie se brisait. Nibiru gémissait dans ses eaux. Anshar a rassemblé les sages. Que disent les signes? Un vieux sage aux vêtements gris a répondu « C'est le rythme des cieux. » Un grand cycle revient. Mais une jeune voix, vêtue de flammes, s'est avancée. Non, les volcans sont silencieux. Le ciel devient mince, le pouls s'estompe. Nous devons agir. Mais Anshar a hésité, et la terre aussi. Le 6e roi fut Anshar, un connaisseur des étoiles. Il a tracé les orbites des 5 grandes planètes, An et Antu, Anshar et Kishar. Et Gaga, le messager nomade. Derrière eux s'étendaient les débris brisés d'un monde qui avait été vivant autrefois, le bracelet martelé. Anshar a dit « Nous devons regarder à l'extérieur. Si la vie ici échoue, que la sagesse tombe du ciel. » Il a cherché des moyens de restaurer l'atmosphère. Des miroirs en orbite. Les volcans renaissent, mais rien ne s'est soudé. Et sa femme, Ninshargal, n'a pas donné d'enfant. Une de ses concubines lui en a donné un. Un garçon appelé Dara, le paisible. Dara est devenu le 7e roi. Il a régné avec douceur, sans feu. Il a épousé une femme sans lignée. Dara, le guérisseur. La cour est restée silencieuse. Plus de demi-sœurs, plus de graines de l'ancienne flamme. Les champs étaient stériles. Les ventres s'effondraient encore. Un jour, Dara a trouvé un enfant aux portes du palais. Le garçon était enveloppé dans un tissu bleu céleste. Ses yeux étaient d'or comme le ciel mourant. On a chuchoté que cet enfant avait été envoyé, pour nous. Ainsi l'ont-ils élevé comme prince. Son nom était Lama, sécheresse. Un nom qui est devenu une malédiction. Lama a régné avec un cœur plein de doutes et un esprit rempli de silence. Les sages ont présenté 2 solutions. Utiliser l'or de la ceinture pour forger un bouclier et contenir le souffle du ciel, ou frapper les volcans avec le feu. Lama a entendu les 2 et n'a choisi ni l'un ni l'autre. Sa reine Lahama l'a conseillé de retenir. Ne pas frapper, ne pas brûler, mais plutôt appeler le créateur de tout. Prier, rapidement. Se racheter. Des années ont passé. Les récoltes ont encore échoué. Les gens avaient faim. Les murmures ont monté comme de la fumée. Dans l'ombre, un noble féroce a surgi. Alalu, prince des clans guerriers, a crié « Ça suffit !» Le trône est silencieux. Le roi n'agit pas. Je le ferai. Il a rassemblé les soldats. Les portes ont été ouvertes. Le palais a brûlé. Lahama s'est enfuie en haut d'une tour. Elle a pleuré, mais Alalu l'a poursuivie. Là, au-dessus de la ville, sous un ciel sombre, les 2 se sont battus. Lahama est tombée. Son corps a heurté les pierres. Un long silence a suivi. Alalu est descendu et s'est proclamé roi, non par le sort, ni par l'union, ni par la graine, mais par la force. Certains ont acclamé, d'autres ont pleuré. L'unité de Nibiru s'est à nouveau brisée. La flamme ancienne s'est affaiblie. Alalu a pris le trône, mais la couronne ne s'est pas posée facilement.
Il avait saisi le pouvoir par la force, pas par le droit. Les prêtres ne l'ont pas sacré. Les scribes ont écrit son nom à l'encre, pas à l'or. Les lignées de sang anciens sont restées silencieuses, leurs yeux guettant depuis les cours d'ombre de l'exil. Il a régné avec la volonté d'un soldat. Dure, directe et décisive. Les champs ont été nettoyés. Les greniers à grains ont été ouverts. Les canaux ont été creusés. Il a frappé les montagnes avec des armes de tonnerre, essayant d'éveiller les volcans. Il a ordonné des expéditions d'exploration vers le bracelet martelé et a envoyé des vaisseaux aériens pour recueillir l'or pour le bouclier atmosphérique. Pendant un certain temps, il y a eu du mouvement, mais pas de guérison. Le ciel est resté mince. L'air n'a conservé aucun souvenir de la pluie. La chaleur du soleil, désormais brûlante au lieu de nourricière. Les gens ont recommencé à murmurer, non par rébellion, mais par nostalgie. Dans l'extrême nord, dans la demeure d'An, le soleil s'est mis en mouvement. Son nom était Anu, né de la lignée royale, descendant direct d'An et Antu. Il était prêtre et savant, gardien des lois et des chants. Quand Lahama est tombé, il n'a pas réclamé le trône, mais il ne s'est pas non plus agenouillé devant Alalu. Il a dit à ses élèves que le pouvoir saisi par la force n'est pas stable. Le pouvoir enraciné dans la loi devient la montagne. Anu était de noble naissance. Il a défié Alalu dans les rituels de combat, comme c'était la coutume culturelle parmi les gens de Nibiru. Anu a été le vainqueur. La flamme de la royauté lui a été transmise. Mais Anu n'a pas tué Alalu. Anu a pris le trône et les scribes ont écrit son nom en or. Il a restauré les lois suprêmes, a rétabli le sacerdoce, a purifié le calendrier et a recommencé à chercher la guérison planétaire. Mais l'ère de la paix était révolue. La fracture a laissé une cicatrice. Un homme d'un autre monde se tient sur le pont d'un vaisseau dans la galaxie de la Voie lactée. Il a été considéré autrefois comme un dieu pour la Terre et l'humanité. C'est Enki, debout sur le pont du vaisseau de Nibiru, un véhicule stellaire mécano-biologique camouflé sous les anneaux de Saturne. Le navire bourdonne de l'ancienne intelligence. Sa surface, faite d'un alliage métallique cristallin et de symboles photoniques, brille doucement comme une respiration. La lumière se courbe autour de son corps, pliant doucement le temps près de son cœur. Son nom est Enki. Des vêtements d'argent et de violet flottent sur ses épaules, s'écoulant comme de l'eau façonnée par des vents invisibles. Autour de son cou brille une pierre de lapis-lazuli, répondant à son rythme biologique. Ce n'est pas le retour triomphal d'un être. C'est le retour d'un restaurateur, d'un porteur de souvenirs, d'un gardien des symboles, d'un ingénieur d'un ancien plan, enterré pendant longtemps sous le dogme, la déformation et le retard. Il revient maintenant, en ce moment, porteur des fréquences de guérison, des harmonies de la vérité perdue et des modèles sacrés de l'héritage divin de l'humanité. Dans l'ancienne langue stellaire des anciens, le mot « An » signifie le gardien. C'est ce qu'il a toujours été. Il n'a jamais été un tyran, ni un despote, il a toujours été le gardien du dessein de la Terre, du plan divin codé dans la double hélice humaine. Sa mission est à nouveau active, bien qu'elle ait commencé il y a longtemps avant que la Terre ne conserve le temps écrit, pendant le voyage de Kashkal, lorsque la Terre, alors appelée Tara dans les harmonies de la 5e densité, était une bibliothèque vivante d'intelligence cristalline et de symphonie biologique. Enki n'est pas descendu pour régner, mais pour planter, sculpter et harmoniser la biologie et l'esprit de la planète. Mais ce qu'il a planté dans l'harmonie s'est rapidement déréglé par la trahison. L'empire d'Anak, son héritier légitime, est né parmi les étoiles près d'Arcturus, puis a établi plus tard ses tribunaux près de Sirius B. Il s'est dressé comme une civilisation de lois harmoniques et d'ingénierie sacrée, maîtrisant les techniques de pliage du temps et la migration de l'esprit. Mais une alliance instable a été conclue avec Shiasha, une matrice reptilienne maternelle née de l'ingénierie génétique et élevée pour l'invasion. De cette union fragile est venu le schisme, et de ce schisme est né Enlil, le demi-frère d'Enki. Enlil est né de la reine Tiamat, une noble de Shiacha, et a été élevé dans les cellules métalliques de la hiérarchie des reptiles, incarnant la souveraineté. Alors qu'Enki sculptait les génomes dans la beauté, Enlil a codé le contrôle. Là où Enki a ouvert les fils de la mémoire, Enlil les a liés. Il est venu sur Terre, non pour la nourrir, mais pour la dominer. Ainsi a commencé la fracture. La guerre des frères, la guerre du feu bleu contre le trône de fer. Maintenant, les lignes sont tracées à nouveau.
Le vaisseau de Nibiru, qui n'est plus caché, est de retour. Et Enki ne marche pas seul. Avec lui se déplace une nouvelle lignée. Son fils incarné, né de la Terre, a semé à travers les corridors mitochondriaux du temps et s'est élevé parmi les humains pour porter l'octave suivante de la flamme. La Terre commence à monter. L'ADN humain, longtemps réprimé par la suppression biochimique et le codage basé sur la peur, se met maintenant en mouvement. La technologie harmonique est activée. Les plateformes de résonance, les champs de lumière du plasma, le réétalonnage du champ morphologique. Le code divin s'éveille. Les dons perdus depuis longtemps commencent à revenir. Vision au-delà du temps. Paroles sans voix. Toucher guérisseur. Connaissance joyeuse. Pendant ce temps, le jugement tombe sur l'ancien ordre. Enlil et Marduk, qui ont régné en Sumer, Babylone et Égypte, ne sont plus protégés. Leurs crimes sont comptés. Violation de l'éthique de la biologie, manipulation génétique, esclavage mental. Ils ont été isolés par l'Union galactique. Ils sont maintenant confinés dans des zones vides de fréquences, leurs empires réduits à des échos dans le temps des rêves. Bien au-dessus, Anu observe toujours. Le vieux roi de Nibiru, assis sur le trône des étoiles, l'ancien qui ne peut être compté, est assis, mais épuisé. Le poids des millénaires a étiré sa volonté. Il sent le changement. L'ère des rois est terminée. Le cœur harmonique prend sa place. Pendant ce temps, la cellule de Shiasha s'effondre, le centre de contrôle d'Orion. Leur monde, toi quatrième, gît dans l'obscurité. La reine a été capturée et les chambres d'incubation fermées. Le réseau psychique est brisé. C'était la diplomatie discrète d'Enki, sa précision tranquille, l'écho de sa voix, la force invisible derrière l'effondrement. Il a maintenant réorganisé l'empire d'Anak avec une alliance de Naataru, une confédération de souveraineté stellaire. Aux côtés de cette alliance, l'étoile de Negumak Nomopo s'est élevée. Les gardes reptiliens au bouclier cramoisi, au cœur du scorpion. Les transformations d'équilibre. La roue de la galaxie tourne à nouveau. La Terre tourne aussi. Le réseau cristallin bourdonne à nouveau. Gaïa chante. Ceux qui dorment commencent à rêver. Ceux qui rêvent commencent à se souvenir. Ceux qui se souviennent commencent à se réveiller. Si vous avez apprécié cet épisode, rejoignez la communauté des membres YouTube ou Son It's a God. En devenant membre, vous aurez accès au calendrier des prochains épisodes, aux mises à jour exclusives sur les ovnis, aux documents et sources de référence, à une discussion communautaire privée avec vos collègues chercheurs de vérité, et tout ce qui concerne les légendes astrales, de la connaissance aux discussions en direct. Comme toujours, n'oubliez pas d'aimer et de partager vos réflexions dans les commentaires pour tous les abonnés et membres. Restez à l'écoute pour la prochaine série des légendes astrales. Embracer, l'enseignement des Pléiadiens avec la Fédération Galactique, copyright C Creator. Digital écrivain, Carl Sébastien Ouellet. Tous droits réservés, nous sommes un.